Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission préparée par la rédaction française de la radio tchèque. Au programme du jour, le masque est de retour dans les transports en commun et dans de nombreux bâtiments publics en République tchèque. Comment les Pragois en particulier vivent-ils le rétablissement de ces nouvelles mesures de restriction alors que la capitale tchèque vient de passer en orange dans la carte des zones à risque? Tentative de réponse en début d'émission. On s'intéressera ensuite au potentiel vaccin contre le coronavirus dont une des composantes est développée en République tchèque. Entretien ensuite avec la réalisatrice polonaise et très tchécophile Agnieszka Holland à propos de son biopic inspiré de la vie de Jan Mikolášek, un guérisseur qui aurait soigné des milliers de personnes en Tchécoslovaquie au XXe siècle. Bonne écoute de ce programme. Le masque en tissu ou chirurgical est obligatoire depuis mardi dans de nombreux lieux accueillant du public, notamment dans les transports en commun. Pour autant, tous les lieux publics ne sont pas concernés. Ces contradictions sont-elles comprises et acceptées par les Tchèques? Les expatriés trouvent-ils que la République tchèque gère mieux la crise sanitaire que leur pays d'origine? Voici l'avis de certains habitants de Prague recueillis par Marion Gallard. Bien que fortement recommandé par l'OMS, le port du masque obligatoire dans les lieux publics fait débat. Cet été, il était obligatoire uniquement dans le métro de Prague, mais cela va bientôt changer. Le gouvernement a plusieurs fois changé d'avis et finalement il sera facultatif dans les écoles, les bars, les commerces, les restaurants, les salons de coiffure et chez les esthéticiennes. Philippe, franco-tchèque habitant à Prague, approuve globalement ces décisions, même s'il préférerait ne pas porter de masque du tout dans certains transports en commun. On a déjà l'habitude d'apprendre au boulot. C'est dommage qu'on peut pas, on est obligé de le mettre aussi dans les bus ou dans les trams. Déjà au boulot, de temps en temps, j'ai des problèmes de supporter le masque sur mon visage avec la chaleur ou avec la transpiration. En fait, à l'école, je comprends bien que on n'utilise pas les masques parce que les enfants, ils sont plus d'avoir la chance de ne pas avoir une maladie grave. Barbara, étudiante tchèque en économie, aimerait au contraire que le masque soit obligatoire dans son université et ne comprend pas vraiment pourquoi il sera imposé dans certains lieux publics et pas dans d'autres. Cette situation est très bizarre. Ils nous ont dit que, bien sûr, les coiffeurs, non, mais les églises, oui. Et ça m'énerve un peu que, par exemple, les spectacles ou les musées sont, je pense que moins personnes vont être en risque que dans les écoles, par exemple, parce que l'université d'économie, par exemple, il y a 33 000 étudiants. C'est beaucoup plus que, je sais pas, une salle de spectacle. C'est bon de prendre des mesures de sécurité, mais si c'est naturel de les critiquer. Oui, parce que oui, ils ne sont pas parfaits. C'est également ce que pense Raphaël, un expatrié français qui habite à Prague depuis 1 an, des mesures du gouvernement tchèque. C'est complètement contradictoire et incohérent, et même si jamais on se disait que ça touchait pas les enfants, ou le fait qu'ils puissent le donner à toutes les personnes, ça paraît quand même extrêmement dangereux, surtout comment on voit la situation aux États-Unis que ça a donné après avoir réouvert les écoles. Il tient cependant à préciser que la République tchèque s'en sort mieux que la France, son pays natal. Je trouve que la Tchéquie a mieux géré la crise du Covid au départ. Et les peu de gens qu'on voyait étaient avec des masques. Même dans la rue, il y avait des masques, dans les restos, dans les trams, etc. N'empêche que ça a été abandonné depuis. Toutefois, les Pragois se préoccupent aussi de l'économie. Dans le cas du Prague, c'est, je pense, que bon de prendre plus de sécurité et c'est meilleur d'avoir par exemple des événements de culture avec des masques que rien, parce que beaucoup de gens vont perdre leur travail et l'économie va souffrir beaucoup plus si on seulement interdit tout. Cependant, il faut préciser que, à quelques exceptions près, comme les salles de concert ou les stades, les événements de plus de 500 personnes dans les lieux fermés et de 1000 personnes en plein air ne seront plus autorisés.
Depuis quelques mois, l'entreprise américaine Novavax développe une importante composante d'un candidat vaccin contre le coronavirus dans les environs de Prague. Une phase d'essai est prévue en République tchèque pour cet automne avant une production à grande échelle envisagée début 2021. Les détails avec Paul Guillanvard. Dans la course effrénée à l'échelle mondiale pour trouver un vaccin contre la Covid-19, la République tchèque aura peut-être son mot à dire. Suite au rachat en mai dernier de la société Praha Vaccines, l'entreprise de biotechnologie Novavax, qui a obtenu un financement de 1,6 milliard de dollars du gouvernement américain, développe synthétiquement dans les environs de Bohumil, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Prague, une protéine dite de surface. Dans une interview accordée mercredi à la radio tchèque, Stanley Erk, le président directeur général de Novavax, a expliqué que la République tchèque n'avait pas été choisie par hasard. Le plus complexe est de produire la protéine qui se trouve à la surface du virus et qui est l'ingrédient principal de notre vaccin. C'est cette protéine que reconnaîtra votre système immunitaire et permettra de lutter contre le virus. Il est primordial de la réaliser correctement et c'est ce que nous faisons en République tchèque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons racheté cette société en mai. Il s'agit d'un des rares endroits dans le monde en mesure de produire en grande quantité ces protéines de coronavirus. Cet élément central sera ensuite complété avec d'autres composantes issues de Suède et des États-Unis notamment, afin de former le vaccin. Mardi, le Premier ministre Andrej Babiš a visité le site qui s'étend sur quelques 14 000 km² et où travaillent 150 personnes. Il en a profité pour rappeler l'apport de la République tchèque dans cette recherche. Novavax prévoit de produire 2 milliards de doses de vaccins dans le monde par an, dont la moitié environ en République tchèque. Des essais cliniques ont déjà été menés en Australie notamment et le seront aussi aux États-Unis ainsi que prochainement en République tchèque. Il est prévu que 300 de nos concitoyens participent à l'automne à cette étude scientifique. L'épidémiologiste Roman Primula, qui accompagnait Andrej Babiš mardi et qui a été la grande figure médiatique de la première phase de la lutte contre le coronavirus en République tchèque au printemps dernier, a rassuré sur la nature de ces tests en précisant que le vaccin se basant sur une protéine n'était pas infectieux et ne présentait par conséquent aucun risque pour les sujets volontaires. Les résultats de cette dernière phase de test sont attendus dans le courant du mois de décembre et si la réponse immunitaire obtenue est bien celle escomptée, la production à grande échelle sera alors lancée en janvier prochain. L'éventuelle fourniture de ce vaccin a aussi fait l'objet de discussions lors de la visite, selon Andrej Babiš. Nous avons bien évidemment discuté de notre intérêt. Le premier vaccin qui nous sera fourni le sera sous certaines conditions. Compte tenu du fait que Novavax soit implanté en République tchèque, il est donc naturel que nous voulions également discuter de cela. En attendant, le gouvernement tchèque a déjà commandé des doses d'une autre provenance pour 3,6 millions de personnes via l'Union européenne, avec potentiellement 8 millions de doses pouvant être produites tous les 4 jours, selon les chiffres avancés par Novavax. Une semaine et demie suffirait avec la biotech américaine pour obtenir les quelques 20 millions de doses nécessaires pour vacciner une population tchèque qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. Le 20 août dernier est sorti le film Charlatan de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland, qui s'inspire de la vie de Jan Mikolášek, un guérisseur qui aurait soigné des milliers de personnes en Tchécoslovaquie au XXe siècle. Nous avons rencontré la réalisatrice avant la sortie du film, l'occasion d'évoquer avec elle le destin de cet homme secret et ambivalent dont l'histoire était tombée dans l'oubli, mais aussi son lien fort avec la Tchéquie, puisqu'elle y a fait ses études dans les années 1960. Avant cela, nous lui avons demandé comment elle avait vécu la période de la crise sanitaire qui a stoppé net au printemps la promotion de son film qui venait d'avoir sa première mondiale à la Berlinale. Écoutez, je l'ai vécu comme tout le monde, ça veut dire c'était la rupture brutale de notre vie pour beaucoup de gens, pour moi aussi.
Mais je pensais surtout sur la production et la distribution tchèque, parce qu'ils ont mis tellement d'efforts, ça durait tellement des années jusqu'à quand le film était réalisé. Après, on avait cette première à Berlin qui s'est très, très bien passée. On a compris que le film a peut-être les ailes, elle peut voler. On l'a vendu, heureusement, tout de suite sur plusieurs territoires. Et comme ça, on a pensé que, bien sûr, on ne sait jamais si le public vient, si le film aura le prix, etc. Mais on savait qu'il bien existe. Et là, Covid c'est un coup. Et on ne sait pas si ça va, comment ça va maintenant vivre. Mais je pense que le film est assez solide, assez costaud et assez original pour survivre la période incertaine qu'il a devant soi une vie. C'est votre deuxième collaboration avec deux scénaristes tchèques, si je ne me trompe pas. Il y avait déjà évidemment Roži Tikeš, donc en français Buisson Ardent, je crois, sur Jan Palach, la série. Maintenant, en français, ça s'appelait Sacrifice. Sacrifice, oui, c'est ça. Oui, ouais. Maintenant, Charlatan, ou Le Charlatan. En dehors du fait qu'en effet, vous avez ce lien avec les pays tchèques, vous avez fait vos études à la FAMU, c'est connu, vous continuez vraiment à entretenir ce lien avec la Tchéquie et avec son histoire. C'est quoi cette affinité particulière finalement? Mais je pense que c'est le fait que j'ai passé ici à une partie peut-être la plus importante d'un point de vue formatif de ma jeunesse, et que beaucoup des expériences vitales pour moi ont commencé ici. Je pense que ça fait cette infinité avec la culture et le destin, le peuple tchèque spécial. Et je me sens ici vraiment chez moi, dans la façon même plus luxueuse que quand je suis chez moi en Pologne. C'est beaucoup moins conflictueux, c'est beaucoup moins respectueux. Et en même temps, on aime beaucoup la façon comment les équipes travaillent ici. Cette espèce de partenariat, de la camaraderie, certains rapports très démocratiques au sein de l'équipe. Ça fait que qu'on travaille ici avec certain calme et confiance. Et j'aime beaucoup cette atmosphère. Pour moi, c'est très créatif parce que je n'entre pas dans les jeux de pouvoir, dans les conflits nécessaires. On peut se concentrer sur le travail. Et je sais que les gens qui m'entourent sont ici aussi pour qu'on fasse le meilleur produit possible et pas pour prouver qu'ils ont raison ou ils sont meilleurs. C'est-à-dire, il y a quelque chose de vraiment très exceptionnel. À chaque fois, quand je travaillais ici, Martin Strba, le chef opérateur, a travaillé avec moi et on a collaboré avec le caméraman avec qui je travaille autant que je peux, qui dirige caméra, qui est polonais, et qui est très sensible à mon façon de raconter par caméra l'histoire. Et lui aussi, il vient toujours ici quand quelqu'un le demande parce qu'il se sent ici beaucoup mieux que dans les équipes polonaises ou françaises ou anglais où il a travaillé aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'exceptionnel. Alors revenons au personnage de Jan Mikolášek, alors que pour le coup, si on a nos auditeurs francophones ne connaîtront que très peu, à moins qu'ils découvrent après le film quand il sortira en France. Donc c'était un guérisseur, un connaisseur des plantes, pour un petit peu expliquer, qui a exercé grosso modo donc dans l'entre-deux-guerres, qui aurait guéri par son talent très particulier des milliers de personnes en Tchécoslovaquie, dont des personnalités éminentes comme un président tchécoslovaque communiste, Zapotocki, mais aussi des hauts dignitaires nazis. Bon, on ne va pas dévoiler évidemment toute l'histoire. Qu'est-ce qui vous a, attiré dans cette histoire quand même très particulière et finalement pas très connue en fait? Oui, le fait que c'est connu ou pas connu, c'était pas essentiel pour moi. Je suis pas spécialement attachée au fait qu'il faut faire le personnage vrai. Et quand j'ai lu le scénario de Marek Epstein, j'étais fascinée par ça, comme si je lirais un roman. Je pense que le désavantage des films biopiques est que c'est presque toujours assez systématique, descriptif, éducatif, et ça devient hagiographique.
Mais pourtant, je fais plusieurs films sur le personnage vrai, mais à chaque fois, le talent de scénariste était tel qu'il a traduit cette vraie vie dans une espèce d'œuvre d'imagination. Et c'était aussi le cas de Mikolášek. Mais il y avait plusieurs motifs qui étaient présents dans mes films précédents. Le guérisseur, j'ai fait un film sur un guérisseur. La notion de mystère, de foi et de méthodes qui sont pas scientifiques dans les rapports avec le corps humain et avec la nature. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Un don spécial, un talent spécial et le prix qu'on paye pour ce talent. La question si on a le droit d'être immoral juste à cause de ça qu'on a ce talent-là. Quelle est la frontière avec l'officiel caché? Aussi le destin d'un habitant d'Europe de l'Est dans le XXe siècle et le fait qu'il n'est pas dépendant de son destin, ça veut dire qu'il n'est pas le maître de son destin, mais il dépend des jeux de pouvoir et des régimes et qu'il le traite comme une espèce d'objet ou un jouet dans la main de l'histoire. Tous ces thèmes-là sont présents dans Charlatan. Ça veut dire que c'est un film épique qui est raconté d'une façon très intimiste. C'est ça que je pense fait l'originalité de ça. Et à la fin, c'est l'histoire d'amour qui est très peu traditionnelle et très, très douloureuse. Oui, qui est très douloureuse, alors qui est très belle aussi, puisqu'en effet, c'est une histoire d'amour homosexuel avec son assistance. Et aussi, finalement, j'ai envie de dire quelque chose à la fois pour l'époque, peut-être pour le cinéma tchèque, pour le coup aussi, qui est peut-être moins présent. Et puis finalement, mine de rien, quand on cherche un peu sur la vie de Jan Mikolášek, à part finalement votre film et quelques choses qu'on peut chercher, c'est quand même quelqu'un, on le voit ailleurs, en tout cas c'est comme ça que vous le transcrivez aussi, qui est quelqu'un de très secret. J'imagine qu'à part peut-être, alors je ne sais pas exactement comment a travaillé pour le coup le scénariste Marek Epstein, mais j'imagine qu'à part les archives, peut-être des procès, etc., il y a peut-être peu de documentation. Est-ce qu'il y a des témoins de l'époque? C'est aussi comment est-ce qu'on travaille quand c'est un personnage quand même très très ambivalent en plus comme celui-ci. Oui, c'est ça. Il était très populaire à l'époque, surtout entre les guerres, mais aussi pendant la guerre et après la guerre. Il a exécuté son don jusqu'au 58, quand il était après la mort du président Zapototsky qui lui a fait la parapluie. Il était arrêté. Il avait un procès qui a fini sa carrière. Mais c'est vrai que les millions de gens ont été guéris par lui, ou pas guéris, en tout cas, ont passé par son cabinet. Et comme ça, beaucoup de gens étaient au courant de son activité. Mais après, bon, il était oublié, comme beaucoup des autres. Mais quand on a commencé de faire les films, les gens dans notre équipe ou les extras se sont souvenus d'un coup que, ah oui, ma grand-tante ou ma grand-mère ont dit qu'ils étaient guéris par certains Mikolášek. On a compris qu'il existe d'une certaine façon caché dans le sous-conscient national. J'ai retrouvé, il y avait une vieille dame qui m'a retrouvé, qui a son portrait. Elle m'a envoyé son portrait, très, très joli d'ailleurs. Il y a quand même un peu de témoignages, il y a un peu des articles dans la presse, on a des documents de son procès et les autres documents qui étaient dans les archives de Secret Service. Mais il y a aussi son autobiographie officielle où qui est très positive. Et son grand-neveu qui a amené ce sujet à la télévision tchèque, où après Marek l'a trouvé, il a fait certaines documentations, il a voulu faire un documentaire sur lui, et il a encore réussi de parler avec les gens de Yetchin, alentour, où il a exécuté la majorité de son activité, qui avait des souvenirs, comment il était, qui était son assistant et tout ça. On ne savait pas grand-chose, ce qui est peut-être mieux, parce que si on ne sait pas trop, ça ouvre le voile à l'imagination. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Bon vent et ahoy!